Salut les expatriés investisseurs, aujourd'hui je vous apporte une super vidéo. Elle a été tournée avec Anissé qui est lui-même un expatrié. Il a pu obtenir un financement auprès de la banque à 100%, un super taux. Il fait des rentabilités incroyables de 10% net. Je vous la montre tout de suite. Mais juste avant, je vous invite comme d'habitude à souscrire à la chaîne YouTube, à vous abonner. Alors vous souscrivez, vous cliquez sur la cloche qui est juste à côté. Vous cliquez sur le bouton i comme info. Et voilà, vous allez avoir accès à toute une panoplie de vidéos et qui sont spécialement dédiées aux expatriés. Pour une fois, ne manquez pas cette vidéo, elle est un peu longue. Je sais que la qualité n'a pas été parfaite parce qu'on était à distance, moi à Taïwan, lui en Suisse. Mais allez jusqu'au bout. Allez, c'est parti, je vous envoie la vidéo. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investir Expat, la première chaîne qui se veut dédiée uniquement aux expatriés. Et aujourd'hui, j'ai deux cadeaux pour vous. Le premier cadeau, il se trouve dans la description, c'est que je vous ai fait un guide uniquement pour les expatriés pour savoir comment investir en France. Et aussi à la dernière page de ce guide, vous avez toutes les banques qui vous permettent de pouvoir investir en France, qui vous accompagnent sans vous offrir des conditions vraiment terribles comme vous le savez déjà. Deuxième chose, c'est que je vous apporte sur un plateau d'argent un YouTuber qui décolle actuellement, qui parle beaucoup d'investissement immobilier. Il a investi dans plusieurs biens, il vous en dira un petit peu plus par la suite. Et heureusement pour nous, il est lui aussi expatrié. Alors, salut Anissé, comment vas-tu? Salut Laurent, ben écoute, merci de m'inviter sur ta chaîne, ça fait plaisir. Comme ça, on est entre expatriés. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Anissé Envo. J'ai une chaîne YouTube qui est Placement Business. Donc, moi, je parle immobilier, bourse, développement personnel, motivation. Oui. Génial. Et j'ai investi. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai investi également en France. Par contre, moi, je me trouve en Suisse. D'accord. Ah ben ça c'est bien. En ce moment je suis à Taïwan mais je suis résident en Indonésie. Donc c'est bien, ça me prouve bien qu'on est tous expatriés. Alors continuons. Alors Anissé, maintenant que tu nous as dit d'où tu viens, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur tes investissements, comment tu as pu investir en France, dans quoi tu as investi et aussi quelle est ta rentabilité? Bien sûr. Alors, moi, je suis arrivé en Suisse en 2014. Je me suis formé sur l'immobilier, j'ai pris le temps. En 2016, je suis passé à l'action, vu que les taux étaient assez bas. Donc, pour moi, c'était le moment de profiter de passer à l'action. Donc, j'ai voulu investir dans l'immobilier. Je suis allé en fait dans le secteur du Doubs, pour ceux qui connaissent, plus exactement à Montbéliard. Ouais. Donc j'ai trouvé un immeuble de rapport à Valentinier, donc c'est un immeuble de 6 appartements. J'ai 4 appartements qui sont meublés et j'ai 2 appartements qui sont nus. Aujourd'hui, je touche au niveau du rendement, je suis à peu près à 13% brut. J'encaisse environ 1980 € de loyer qui tombe tous les mois. J'ai pris un prêt sur 20 ans. Donc voilà, et j'ai fait l'acquisition de l'immeuble avec négociation à 175 000 €. D'accord, et tu as fait le tout en tant qu'expatrié, qu'on soit bien d'accord, à distance. Exactement, voilà, exactement. D'accord. Donc voilà, j'ai été financé par une banque française. Je ne sais pas si tu veux que je dise le nom tout de suite. Sinon, c'est le CIC. Donc le CIC m'a financé pour ce bien. Donc, voilà, donc ça a été ma première opération en tant qu'expatrié. D'accord. Et alors, rapidement, est-ce que ça a été facile pour toi de trouver une banque qui te finance? Alors, je te cache pas que j'ai galéré pour trouver un finalement. Donc voilà, là je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé. Comme nous tous. Ouais, alors en fait, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai pas sondé les banques quand je suis arrivé en Suisse. Parce que pour moi, le point essentiel, c'était d'avoir un salaire très correct. Donc, vu que je suis en Suisse, donc j'ai un salaire correct. Et je me suis dit, que lorsque je vais investir en France, les banques vont me dérouler le tapis rouge. Et que pour moi, c'était pas un problème l'investissement. Pour moi, voilà, je me suis plus focalisé pour trouver le bien. Donc, lorsque j'ai trouvé le bien, j'ai signé le compromis.
Je suis allé voir ma banque, puisque j'avais encore gardé ma banque en France, donc qui était le LCL. Et lorsque j'ai pris rendez-vous et que j'ai exposé cet immeuble de rapport, la présentation, ils m'ont carrément refusé en me disant le fait que vous êtes non-résident, on ne vous financera pas. Donc ensuite j'ai fait une deuxième banque. Voilà, exactement. Donc ensuite j'ai fait une deuxième banque qui était la BNP Paribas. Ça a été le même discours. Crédit Lyonnais, Société Générale, ça a été le même discours. Donc là on était à 3 banques, 4 banques, 5 banques. Et au bout de la 5e banque, j'avais toujours le même discours, que j'étais non-résident et qu'ils ne pouvaient pas me financer malgré que j'avais des revenus très corrects. Et là, voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est j'ai été déçu. Et j'ai fait le point en disant il va falloir que je trouve une autre solution, une autre approche. Bon, j'ai contacté des courtiers spécialisés non-résidents. Et là, j'ai été étonné par rapport à ce qu'on me demandait, parce qu'il fallait un apport de 40%, je devais moi-même financer les travaux, je devais mettre de l'argent sur une assurance vie qui serait bloquée. Donc voilà, et on t'a proposé des frais aussi très élevés. Les taux élevés. Les taux élevés. Plein de choses qui me disent que lorsque je calculais mon rendement, je me disais que mon bien n'était plus rentable. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est première leçon pour les expatriés. Voilà, les courtiers généralement qui accompagnent les expatriés que vous trouvez sur Internet assez facilement, ils sont très rares ceux qui offrent de bonnes opportunités, de bons rendements, de bons taux aux expatriés. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Exactement. Donc ensuite, alors, comment as-tu trouvé ta banque? Oui. Alors, finalement, j'ai trouvé une autre solution. Je me suis dit, vu que le problème, c'est le fait d'être non-résident, si je crée une société civile immobilière, donc passer à travers une société civile immobilière qui serait française. Donc, j'ai contacté ma sœur pour lui demander si elle était d'accord de créer la société civile immobilière ensemble. Donc, elle n'a pas refusé, chose qu'on a fait. Ensuite, je suis retourné voir les banques avec la SCI, donc avec les statuts. Et 6e banque, ça a toujours été un refus. 7e aussi un refus. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le problème c'était quoi? C'est qu'il y avait des non-résidents dans la société civile immobilière. Donc exactement. Même à travers, faut pas qu'on se dise que la solution miracle, c'est de créer une société civile immobilière, donc une SCI. Même à travers la SCI, on a également des difficultés. Donc j'ai fait la 7e, la 8e, la 9e banque. Au bout de la 9e banque, j'ai voulu abandonner, je ne te cache pas. Je me suis dit, j'arrête. Et là, j'ai ma femme qui m'a dit, continue, on ne sait jamais, prends encore un dernier rendez-vous. Et là, j'ai dit, allez, j'y vais. J'ai pris rendez-vous avec le CIC. Je suis allé voir le CIC. Le CIC m'a suivi pour ce projet. D'accord. Alors qu'on comprenne bien les choses. La première chose, c'est que tu as monté une SCI pour premièrement être sûr que la banque ait des sortes de garanties puisque ta société est placée en France. Voilà. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça te permettait aussi de bénéficier des taux d'intérêt et des conditions qui sont à peu près comme les Français. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, c'est tout à fait ça, exactement. Donc j'ai eu un financement à 100%, un prêt sur 20 ans, et le taux hors assurance était de mémoire, je crois c'est 1,8. Légèrement un peu plus cher, mais c'est toujours mieux que du 3%. Donc écoutez bien, donc Anissé, est-ce que tu peux répéter? Tu as eu un financement à 100%, on est d'accord? T'as pas mis d'apport, il n'y a pas de 40%, voilà. Non, j'ai juste apporté les frais de notaire. D'accord, oui, d'accord, très bien. Tu as apporté les frais de notaire, mais tout le reste a été financé par la banque. Par la banque, voilà, tout à fait. Génial. Alors Anissé, juste une chose, alors il y a certains expatriés qui se demandent quelle est en fait la meilleure structure qui peuvent s'adapter à eux. Est-ce qu'il faut investir en nom propre ou par l'intermédiaire d'une structure en SCI? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, ce que je pourrais conseiller, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Après, tout dépend du profil, tout dépend des objectifs. Si la personne a la possibilité de... Alors moi, en tout cas, c'est vraiment parce que j'ai eu des difficultés à trouver que j'ai trouvé la solution de la SCI.
Maintenant, Oui. moi, je conseille forcément le meublé, être en LMNP. Donc ça, c'est possible en tant que non-résident de passer par le LMNP. Oui, en je nom propre, sais qu'il y a, on précise. voilà, Ouais. en nom propre. En nom propre. Je sais qu'il y a voilà. des personnes en tant que non-résidents qui ont réussi à se faire financer en nom propre. Donc, il faut savoir que Voilà. c'est possible. Mais tous, ils ont eu un peu Voilà. d'apport sur la table. Généralement, quand on a un LMNP en nom propre, c'est qu'on a mis des fonds sur la table ou bien qu'on est connu auprès de sa banque. On a de très bonnes relations avec son banquier depuis un petit moment. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, en LMP, c'est possible. Maintenant, je Oui. peux conseiller également la SCI, mais forcément, il faut être à deux. Donc, il faut avoir un associé. Voilà, la SCI, tu peux la créer, il faut deux associés. Donc, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, c'est pour ça, tout dépend des objectifs et du profil des personnes. Ouais. Bah écoute, moi dans toutes mes recherches, moi ce que j'ai compris en me renseignant vraiment avec aussi un conseiller fiscaliste, en allant voir certaines personnes qui ont aussi fait des investissements rentables, ils ont tous fait en tant qu'expatriés une SCI parce que c'est vraiment la solution la plus simple pour pouvoir investir en France en tant que non-résident et aussi bénéficier des mêmes avantages que ceux qui sont restés en France, que les résidents français. Après, bien sûr, il y a certains qui, comme tu as dit, qui arrivent à investir en France sans passer par des SCI, mais généralement, ils mettent tous un peu d'argent en apport sur la table, ils ont plus des taux qui sont plus élevés. Donc voilà, après c'est vraiment un choix, mais dans les deux cas, ce qu'il faut choisir, c'est voilà, le meublé, donc toi tu dis, ou bien la SCI. Et quel type de SCI alors tu conseilles? Est-ce que parce qu'il y a deux types de SCI, il y a celle qui a l'IR et celle qui a l'IS. Donc c'est tout à fait ça. Alors c'est pareil, moi comme je t'ai dit, c'est par rapport au profil. Alors moi je suis passé par une SCI à l'IS. Pourquoi j'ai fait le choix de la SCI à l'IS? Et pour, j'ai envie de te dire, deux raisons. La première raison, c'est que si je passais par la SCI à l'IR, donc impôt sur les revenus, vu que j'ai demandé à ma sœur d'être associée de la SCI, voilà, je ne souhaitais pas qu'elle paye des impôts. Parce qu'à savoir que si demain, la SCI à l'IR fait des bénéfices, par rapport au nombre de parts, chacun est imposé. Alors qu'à l'IS, c'est la société qui est imposée. Ensuite, lorsque tu souhaites sortir, te verser des dividendes, c'est à ce moment-là que tu es imposé en nom propre par rapport à ton taux d'imposition. Donc voilà. Et comme par rapport à mon objectif, c'est d'avoir de l'argent, de la trésorerie dans la SCI pour pouvoir faire des travaux, ou pour pouvoir prendre cette somme d'argent pour pouvoir faire des remboursements anticipés. Parce que le but, c'est d'éponger le plus rapidement possible les prêts. Donc c'est pour ça que je suis passé par la SCI à l'IS qui est imposée à 15%. Donc du coup, elle n'est pas imposée, voilà, c'est pas énorme. Par contre, forcément, l'inconvénient, c'est lorsqu'on veut vendre le bien, que là, on se fait rattraper un petit peu par l'imposition. Mais comme mon but, c'est vraiment de faire un gros patrimoine immobilier, parce que comme je souhaite avoir cette liberté financière et de vivre de mes loyers, donc pour moi c'est vraiment garder ses biens. Maintenant, si demain je souhaite faire de l'achat-revente par exemple, je vais essayer en tout cas de passer en nom propre, mais de ne pas passer ses biens dans une SCI à l'IS ou essayer de faire une SCI à l'IR. Voilà. D'accord. Alors, juste une chose, au niveau du financement, tu dis voilà que tu es imposé de la fiscalité, tu dis que tu es imposé à 15%. Si tu étais en nom propre, à combien, enfin en nom propre et en nu, à combien tu aurais été imposé? Alors, j'aurais été imposé, alors de mémoire, c'est 20%. Plus la CSG, CRDS, puis c'est 15, voilà. 17,2, donc ça m'aurait fait 37,2%. Voilà. Donc tu as après, pu diviser par 2. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu as pu diviser par 2, mais juste le seul inconvénient que tu vois, c'est au niveau de la revente et aussi au niveau des dividendes quand tu les retires. Mais à partir du moment où tu laisses tous les fonds sur la SCI à l'IS, eh bien, voilà, tu bénéficies de cette fiscalité avantageuse. En fait, voilà, c'est vraiment, tout à fait, c'est vraiment la société qui est imposée, donc à 15%. Après, comme je dis, comme c'est une société,
bah, le but, c'est de créer de la charge pour se faire imposer à 0%. Donc, c'est un peu le but de la société. C'est qu'avec la SCI, bah, tu peux créer des charges, ça veut dire bah, ton carburant, si tu vas au restaurant, tout ce genre de choses, bah, c'est une société, donc c'est des charges que tu peux mettre en charge dans la société pour déduire un maximum tes charges et pas payer d'impôts. Écoute, Anissé, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Alors maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais des conseils pour nos amis expatriés qui sont à distance et qui veulent investir en France? Quelques petites astuces pour pouvoir investir en France. Alors non plus au niveau de la fiscalité, de la structure, mais plus au niveau voilà, de la procédure et voilà, quelques petits conseils à nous donner. Alors, oui, alors quelques conseils que je pourrais donner, c'est, je pense que lorsque tu es à distance, bah, c'est de créer ton réseau. Je pense que c'est, en tant qu'expatrié, le but c'est d'avoir un réseau. Malheureusement, tu es obligé d'avoir des personnes en qui tu peux avoir confiance. Donc, trouver des artisans, par exemple, si tu souhaites investir dans des biens où tu as de la rénovation à faire. Donc là, bah, il faut trouver, voilà, il faut te faire recommander, si possible, de bons artisans que tu sais bah, qui peuvent gérer des chantiers à distance. Après, j'aimerais te dire que c'est quand même bien, parce que normalement, en tant qu'expatrié, quelqu'un qui souhaite investir en France, c'est qu'il a quand même de la famille en France. Donc il faudrait quand même qu'il soit en relation avec une personne en qui il peut avoir confiance, un membre de la famille ou un très bon ami, mais quelqu'un de confiance qui peut se rendre disponible pour aller voir les biens. Par exemple, s'il y a des travaux, je passe un coup de téléphone et je lui dis bah, est-ce que tu peux aller voir comment les travaux se passent, est-ce que tu peux prendre des photos pour moi? Donc tu es quand même obligé d'avoir quand même une personne en qui tu peux avoir confiance. Donc voilà, donc ça c'est, j'ai envie de te dire, c'est pour la partie un peu travaux. La partie... donc tu me dirais c'est ne jamais investir, alors excuse-moi je te coupe, est-ce que tu conseilles à quelqu'un d'investir dans une ville qu'il ne connaît pas du tout et où il n'a personne, il n'a aucun contact dans cette ville? Moi personnellement je ne conseillerais pas, surtout lorsqu'il y a des travaux. Parce que forcément les artisans ils peuvent délaisser facilement ton chantier pour aller s'occuper d'un autre chantier. Donc tu sais pas ce qui se passe sur ton chantier, tu sais pas comment c'est géré. Moi je trouve que c'est dangereux. Donc c'est mieux d'avoir quand même une personne qui peut se rendre sur place pour aller voir un petit peu comment le chantier se déroule. Après en termes de gestion, je préfère faire passer par une agence. Une agence qui va gérer. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es à distance, le mieux c'est de déléguer un maximum. Donc voilà, donc moi c'est mon conseil, c'est vraiment déléguer. Maintenant j'ai encore un autre conseil que je donnerais, c'est-à-dire qu'en tout cas moi je me l'applique à moi-même. Ça veut dire que là j'ai trouvé un partenaire bancaire qui est le CIC. Ils m'ont financé facilement pour le deuxième bien. Donc l'année dernière j'ai fait l'acquisition de 2 appartements. Quand je suis allé, ils m'ont même fait, là cette fois-ci j'ai eu un financement à 110%. Donc pourquoi? Parce que comme le premier bien s'est super bien passé, donc je vous ai montré qu'en tant qu'investisseur, j'avais fait un super bel investissement, donc ils m'ont fait confiance pour le deuxième. Mais même malgré ça, je continue en fait à me faire une petite routine. Ça veut dire que les samedis matins, j'essaye quand même de continuer à sonder les banques. Donc j'appelle quelques banques, je prends quelques banques au hasard et j'appelle, leur pose la question s'ils sont prêts à prêter pour un non-résident. C'est-à-dire que même si j'ai un partenaire aujourd'hui, je préfère avoir des plans B, d'autres solutions. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que demain, la banque où je me trouve, il y a un changement, il y a un nouveau directeur, parce qu'il y a tellement un turnover dans les banques, ça change assez rapidement. Et demain, tu peux avoir un nouveau directeur qui va dire non, les non-résidents, c'est bon, lui, on arrête de lui prêter. Donc il faut que je puisse avoir un plan B. Exactement. Il faut que je puisse avoir un plan B. Donc voilà, c'est un conseil que je donne. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de secret, faut le dire carrément à ceux qui nous écoutent. Moi, pour faire la liste justement de toutes les banques
qui prêtent aux résidents, ben, ça m'a pris à peu près 8 mois où je les appelais le soir vers 2 ou 3 heures du matin et j'en ai appelé au moins 45. Ouais. Donc pas des 45, je dis branches, hein, c'est pas 45 banques différentes, mais c'est 45 branches de toutes les voilà, BNP, Société Générale, CIC, Crédit Lyonnais, bon voilà, j'en ai vraiment appelé plein pour justement pouvoir savoir quelles sont celles qui prêtent aux résidents, et si on remarquera que c'est tout le temps les mêmes banques, mais voilà, c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est toujours les mêmes, mais ceci dit, ça fonctionne par agence, donc voilà, faut repérer, comme tu dis, sur le terrain, en les appelant de temps en temps pour savoir celles qui prêtent vraiment aux expatriés. Exactement, c'est tout à fait. Il y a vraiment pas d'autres solutions. J'ai envie de te dire, c'est oui. le travail que le courtier fait. Un courtier, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler des banques pour savoir un petit peu, pour constituer son portefeuille banque. Bah, j'ai envie de te dire que nous aussi on doit le faire. Entre nous, ça veut dire appeler des banques de temps en temps. C'est-à-dire même si tu as trouvé une banque, tu dois continuer cette recherche parce que il faut toujours d'autres solutions. Parce que comme c'est la bête noire du non-résident, c'est vraiment trouver le partenaire financier et on doit faire un gros travail dessus. Ouais. Alors, aussi autre chose tout à l'heure, parce que j'aimerais que ça soit très clair pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en investissement immobilier. Tu as parlé tout à l'heure d'un financement à 110%. Est-ce que tu pourrais détailler qu'est-ce que c'est exactement ? Ah ok. Alors, lorsque je suis retourné voir ma banque pour le deuxième investissement, alors cette fois-ci, j'ai réussi à me faire financer les 2 appartements, plus mes travaux, plus les frais de notaire. Donc voilà, donc c'est vraiment, j'ai sorti 0 € de ma poche cette fois-ci. Et à quel taux ? Alors le taux, c'était identique au premier, donc j'étais à peu près un 8, 1 9 de mémoire. 1,8, d'accord. Et tu l'as fait quand à peu près? C'est quelle année ça? Ça c'était l'année dernière, donc en 2017. En 2017. Je crois que c'était en avril, mai. Voilà. D'accord. Donc voilà, toutes les banques qui proposent au-dessus de 2% pour un expatrié. Faudrait quand même voir les conditions, mais globalement, vous pouvez refuser et aller voir d'autres banques. Parce que c'est sûr qu'on peut obtenir en tant que non-résident un taux à moins de 2% en tant que non-résident. Exactement, ouais, je confirme. En cherchant un petit peu. Voilà. As-tu autre chose à nous conseiller comme petite astuce ou c'est bon de ton côté? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense que c'est bon. Pour ma part, c'est bon, c'est ok. Bah écoute Anissé, merci beaucoup pour tes conseils. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer cette vidéo. Alors je rappelle, tu es de la chaîne, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Placement Business, voilà. Placement Business, c'est bien ça. Je vais laisser tous les détails dans la description. Vous pourrez aller voir la chaîne d'Anissé, le blog d'Anissé. Il est très bien fait. Et Anissé est un des seuls qui explique en détail exactement comment la fiscalité fonctionne, voilà, comment investir en partant de zéro, mais vraiment en tant que débutant, et c'est fait d'une façon très simple et très honnête. Et je crois qu'Anissé, tu as aussi développé une formation. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors là, cette fois-ci, malheureusement, c'est pas pour les expatriés, mais j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de faire une formation spécialement pour les expatriés. Bon, là, ça demande un peu plus de travail. Alors là, ce que j'ai fait, c'est plus pour les personnes qui vivent en France, qui ont envie d'investir, qui partent de zéro, pour investir dans l'immobilier, un immeuble, faire de la location meublée. Donc, une formation vraiment où j'explique vraiment de A à Z comment réussir tout simplement son premier investissement immobilier. Super, mais tu sais, de toute façon, les principes restent les mêmes. Après, c'est peut-être au niveau du financement que ça va changer, mais le principe de l'investissement de base, la compréhension de la rentabilité, de quel type d'immeuble faut acheter, comment l'optimiser, ça reste pareil que l'on soit expatrié. Voilà, ça change pas. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez voir vraiment le blog d'Anissé et vous n'allez pas le regretter. Écoute Anissé, merci beaucoup.
Ben, merci à toi, Laurent. Merci, Ouais, c'est cool. super interview. Écoute, alors je vais aussi faire une deuxième vidéo. Enfin, j'essaie de convaincre un ami qui est conseiller fiscaliste international pour vous conseiller en tant qu'expatrié comment déclarer vos impôts. Donc, je sais que c'est une vidéo qui est très attendue. Donc laissez-moi un peu de temps, j'essaie de le convaincre et si tout se met en place, eh bien vous aurez cette vidéo très prochainement. Donc encore une fois, inscrivez-vous à la chaîne, allez voir les vidéos que j'ai déjà faites et voilà, construisons cette communauté d'expatriés investisseurs. Et je vous dis ciao ciao. Ciao, ciao.